Je me souviens de ce soir comme si c'était hier. Le vent soufflait fort, agitant les branches des arbres au-dessus de ma tête, et chaque rafale semblait porter avec elle une note de désespoir. J'étais là, figée, devant une porte que je connaissais trop bien, et qui, pourtant, m'était devenue étrangère. Une porte close, massive, derrière laquelle se trouvait mon fils. Mon propre fils. Mes mains tremblaient. Je serrais contre moi une vieille écharpe usée qui portait encore son odeur d'enfant, ce parfum oublié que j'avais gardé comme une relique. Mon souffle se brisait dans la nuit froide, et dans mes oreilles résonnait le silence le plus cruel que j'ai jamais connu. Car ce silence n'était pas celui de la nuit, mais celui d'un cœur fermé, celui d'un amour refusé. Je frappais doucement, presque timidement, puis plus fort. Chaque coup était une supplique. « Ouvre, mon fils, c'est moi !» murmurai-je, la gorge nouée. Mais aucune réponse. Derrière cette porte, je sentais sa présence. Je savais qu'il m'entendait. Et pourtant, rien. Juste le cliquetis d'une serrure que l'on tourne à double tour pour se protéger, non pas d'un ennemi, mais de sa propre mère. Le temps s'étirait. Chaque seconde devenait une éternité. Mes jambes fléchissaient sous le poids de ma fatigue, mais surtout sous le poids de cette vérité insoutenable, celui que j'avais porté 9 mois, celui dont j'avais embrassé chaque larme, chaque sourire, celui pour qui j'avais tout sacrifié, m'excluait désormais de sa vie, comme si je n'étais plus qu'une étrangère venue importuner son confort. Je baissais les yeux, et les larmes brouillèrent ma vue. Le monde autour de moi disparaissait. Il ne restait que cette porte close et le vide qu'elle symbolisait. Une barrière entre nous, dressée par son silence, cimentée par son refus de me reconnaître. C'est là, devant ce bois froid, que j'ai compris que ma vie entière, mes joies, mes peines, mes sacrifices, se résumaient désormais à cette attente vaine, à ce cœur maternel qui battait encore pour un fils qui ne voulait plus de moi. Et dans ce silence insoutenable, une pensée m'assaillit. Comment en étions-nous arrivés là? Je ferme les yeux et les images reviennent, claires, presque douloureuses dans leur éclat. Avant que le temps ne courbe mon dos, avant que les épreuves ne creusent mes rides, j'ai été une jeune femme pleine de rêves. Je me revois courir dans les champs derrière la maison de mes parents, le visage tourné vers le soleil, les cheveux emportés par le vent. Le monde semblait immense, et je croyais que rien ne pourrait ternir ma joie. Je n'avais pas grand-chose, mais j'avais la jeunesse, cette force intérieure qui vous fait croire que tout est possible. J'imaginais des voyages, des rencontres, une vie faite de tendresse et de découverte. Je rêvais d'amour, d'un foyer chaleureux, d'une famille que je construirais de mes mains. Mon cœur battait à tout rompre chaque fois que je pensais à l'avenir, et je ne doutais pas qu'il m'apporterait le bonheur. À l'époque, la guerre venait de s'éteindre comme un feu qui laisse derrière lui des cendres, encore brûlantes. Le pays se reconstruisait, et nous, jeunes filles, espérions un avenir plus doux que celui de nos mères. Dans le village, on chantait à nouveau, on célébrait les mariages avec plus d'ardeur, comme pour conjurer la peur des années passées. Je travaillais dans une petite boutique de couture, mes doigts dansaient sur les tissus colorés. Chaque robe que je cousais était pour moi une promesse d'avenir. Je regardais les jeunes mariés venir choisir leur voile et je me surprenais à rêver que, moi aussi, un jour, je porterais une robe blanche. J'y voyais la clé d'une vie nouvelle, la porte ouverte vers un avenir meilleur. Les soirs d'été, je m'asseyais au bord de la rivière. Je trempais mes pieds dans l'eau fraîche et je parlais à voix basse à la lune comme à une confidente. Je lui confiais mes secrets, mes désirs, mes craintes. Je me disais que quelque part, un homme marcherait vers moi, le cœur sincère, prêt à partager ma vie. À cette époque, je ne savais pas encore que mes espoirs allaient se heurter à la dure réalité. Je ne savais pas que les rêves, si beaux soient-ils, peuvent parfois devenir les prémices d'un chemin semé de blessures. Mais ce que je savais, ce que je sentais au plus profond de moi, c'était cette force d'aimer. Une force si grande qu'elle pouvait soulever des montagnes. Et c'est cette force, née dans ma jeunesse, qui allait me guider toute ma vie, jusque dans les ténèbres les plus cruelles. J'avais 20 ans à peine lorsque le destin frappa à ma porte. C'était un dimanche de printemps, un de ces jours où l'air est doux et où les bourgeons éclatent comme des promesses tenues. Je me rendais à l'église du village, vêtue d'une simple robe claire que j'avais cousue moi-même. Le soleil baignait la place
et les cloches sonnaient à toute volée. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Un jeune homme, grand, le regard franc, vêtu d'un costume un peu trop large pour lui. Il semblait à la fois mal à l'aise et décidé. Nos yeux se sont croisés et j'ai senti un frisson parcourir mon corps. Ce n'était pas la première fois que je croisais un homme, mais jamais encore un regard n'avait éveillé en moi une telle intensité. Après l'office, alors que les gens se dispersaient, il s'approcha timidement. « Bonjour, mademoiselle. Vous êtes bien la fille du tailleur ?» demanda-t-il d'une voix qui trahissait sa nervosité. Je souris, un peu surprise. « Oui, c'est bien moi. Et vous? Je ne vous ai jamais vu ici. » « Je m'appelle André, je viens d'arriver, au village pour travailler au moulin. » Nous avons marché ensemble ce jour-là, longeant les ruelles pavées, échangeant des paroles simples, presque banales, mais qui pour moi résonnaient comme un chant nouveau. Il me raconta son enfance, ses rêves d'avenir, son envie de bâtir quelque chose de solide. Je l'écoutais, captivé, chaque mot nourrissant ce pressentiment que ma vie venait de basculer. Dans les semaines qui suivirent, il revint souvent à la boutique où je cousais. Prétexte maladroit, faire réparer une chemise, demander un ourlet. Mais je voyais bien que ce n'était qu'une excuse pour me voir. Et chaque fois, mon cœur battait plus vite. Un soir d'été, alors que le ciel se couvrait d'étoiles, il me prit la main pour la première fois. Ses doigts tremblaient légèrement, et les miens aussi. Je ne sais pas comment te dire, mais depuis que je t'ai rencontré, tout semble plus clair. Avec toi, j'ai l'impression que je pourrais affronter le monde. Je baissais, les yeux, ému, incapable de répondre. Alors, simplement, je serrai sa main plus fort. C'était une rencontre comme on en lit dans les romans, mais pour moi, elle avait la saveur du réel, avec toute sa beauté fragile et ses promesses silencieuses. Je ne le savais pas encore, mais cet homme allait devenir mon mari, le père de mon enfant, et aussi l'ombre qui, plus tard, assombrirait mon existence. Ce jour-là, je croyais à l'évidence d'un amour qui durerait toujours. Et j'avais tort de penser que le destin se laisse dompter par la pureté des sentiments. Notre mariage eut lieu un matin de mai, sous un ciel éclatant. Les lilas embaumèrent la petite église du village et les cloches résonnaient comme si elles voulaient annoncer au monde entier notre union. J'avais cousu ma robe moi-même. Simple, blanche, sans dentelle ni ornement coûteux. Mais dans mes yeux brillait une lumière que rien ne pouvait ternir. André, debout à l'autel, paraissait fier, presque intimidé, son costume mal ajusté contrastant avec l'émotion sincère qui animait son regard. Je me souviens du moment où nos mains se sont liées. Le prêtre prononça les paroles solennelles. Mais moi, je n'entendais que le battement de mon cœur et le souffle d'André, si proche, si fragile. Quand il me glissa l'anneau au doigt, j'ai cru que tout devenait possible. Nous n'étions pas riches, mais nous étions deux, prêts à partager les mêmes rêves. Après la cérémonie, le village tout entier nous accompagna jusqu'à la salle communale. Les tables, couvertes de nappes blanches, ployaient sous le poids des plats préparés par nos familles. Les rires fusaient, les enfants couraient autour des bancs et la musique populaire résonnait jusque tard dans la nuit. On dansa, on chanta. Et moi je ne cessais de regarder mon mari, émerveillé de porter désormais ce nom commun qui liait nos destins. Les premiers mois de notre vie à deux furent simples mais intenses. Nous avions loué une petite maison aux murs défraîchis, mais pour moi, elle avait le goût du palais. Les soirées d'hiver, nous restions blottis près du feu, rêvant à voix haute. « Un jour, dit-il, nous aurons une ferme à nous. J'élèverai des animaux, et toi tu auras ton atelier de couture. » Je souriais, caressant ses cheveux. « Et dans cette maison, il y aura le rire d'un enfant. » ajoutai-je doucement. Nous parlions de l'avenir comme si nous pouvions le façonner de nos mains, sûrs que rien ne nous résisterait. Chaque matin, je me levais avant lui, préparais du café, puis l'accompagnais du regard lorsqu'il partait au moulin. Je l'attendais le soir, impatiente d'entendre le récit de sa journée, de sentir la chaleur de sa présence emplir notre petit foyer. Tout semblait si pur, si prometteur. Nous étions jeunes, amoureux, et le monde nous appartenait. Dans mes prières du soir, je remerciais le ciel pour cette union et pour l'homme qui partageait ma vie. Je ne savais pas encore que ces instants, que je croyais éternels, ne seraient
que de courts éclats de lumière avant l'ombre. Mais à ce moment-là, j'étais convaincue d'avoir trouvé le bonheur, un bonheur que rien ni personne ne pourrait me voler. Je revois encore ce matin d'hiver où tout a commencé. Le ciel était gris, la neige tombait en silence, recouvrant le village d'un manteau immaculé. J'avais passé la nuit à lutter contre la douleur, la respiration haletante, la sueur, glacée sur mon front. André, affolé, faisait les 100 pas, incapable de trouver sa place. J'essayais de le rassurer, mais chaque contraction me coupait le souffle et transformait mes mots en gémissements étouffés. Lorsque le cri perça enfin le silence de la chambre, un soulagement m'envahit, mêlé d'une fatigue infinie. On me tendit ce petit être fragile, emmailloté dans un linge blanc. Ses yeux à peine entr'ouverts semblaient chercher la lumière, et ses mains minuscules s'agrippèrent à mon doigt, comme si elles refusaient de me laisser partir. Je les serrai contre moi, et à cet instant, tout le reste du monde s'effaça. André, debout près du lit, avait les yeux embués. Il murmura d'une voix tremblante : « C'est un garçon, notre fils. » Je hochai la tête, incapable de répondre. Les larmes coulaient librement sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était la joie brute, immense, celle qui vous inonde et vous rend muet. Nous lui avons donné le nom de Paul. Un nom simple, solide, comme une promesse. Dès les premiers jours, je restais des heures à le contempler, guettant le moindre mouvement, le moindre souffle. La maison, jadis si silencieuse, s'emplissait désormais de ses pleurs, de ses rires naissants, de ce rythme nouveau qui nous dictait nos journées et nos nuits. Les nuits, justement, furent longues et épuisantes. Paul se réveillait sans cesse, et mes bras fatigués le berçaient jusqu'à l'aube. Mais jamais je ne m'en plaignais. Quand son petit visage se détendait enfin dans le sommeil, j'oubliais ma douleur et mes cernes. Dans ce fragile corps reposait tout mon avenir, toute ma raison d'être. Un soir, alors que je chantonnais pour l'endormir, André s'approcha de moi et posa une main sur mon épaule. « Tu es une mère merveilleuse, » dit-il, avec un sourire timide. Je levai les yeux vers lui, ému. « Non, je ne fais que l'aimer, c'est lui qui me donne la force. » La naissance de Paul fut plus qu'un événement. Ce fut une renaissance pour moi. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma véritable place, celle pour laquelle j'étais né. Mon fils était mon trésor, mon soleil, mon avenir. Et je jurais, dans le secret de mon cœur, que rien au monde ne me séparerait jamais de lui. Hélas! Je ne savais pas que cette promesse, un jour, se briserait comme du verre. Les années qui suivirent la naissance de Paul furent baignées d'une lumière douce, comme si la vie avait enfin décidé de nous sourire pleinement. Notre petite maison résonnait désormais de rires, de pas précipités et de balbutiements joyeux. Chaque matin, lorsque j'ouvrais les volets, je voyais mon fils courir maladroitement dans le jardin, ses petites mains tendues vers les papillons, et je sentais mon cœur se gonfler d'une fierté muette. Nous n'étions pas riches, mais nous avions l'essentiel, l'amour, la santé et la certitude d'être ensemble. André travaillait dur au moulin, revenant chaque soir les épaules fatiguées, mais les yeux pétillants à la vue de son fils. Paul se jetait dans ses bras en criant « Papa !» et je regardais cette scène avec une tendresse silencieuse. C'était comme un tableau parfait, un rêve devenu réalité. Je passais mes journées à m'occuper de Paul, à lui apprendre ses premiers mots, à lui montrer comment tenir une cuillère, comment reconnaître les couleurs. Il me suivait partout, me posant 1000 questions, et je répondais avec patience, savourant chaque instant. Le soir, quand il s'endormait, je me penchais sur son lit pour l'embrasser, murmurant « Dors bien, mon trésor. Demain sera encore plus beau. » Nous avions nos petits rituels. Le dimanche, nous allions tous les 3 à la messe, puis nous partions pique-niquer près de la rivière. Paul riait aux éclats en lançant des cailloux dans l'eau, et André me prenait, parfois la main en silence, comme pour me dire « Nous avons réussi ». Ces instants simples, je les chérissais plus que tout. Il y avait aussi les fêtes de village, où Paul, fier dans ses petits habits, courait parmi les autres enfants. Je me souviens de son premier Noël, de ses yeux brillants devant le sapin, décoré de guirlandes artisanales, de ses cris de joie en découvrant un petit cheval de bois qu'André avait fabriqué de ses mains. Oui, nous n'avions pas de fortune,
mais nous avions une abondance de bonheur. Chaque sourire de mon fils était pour moi une récompense, chaque rire une musique. Dans ces années-là, je croyais fermement que rien ne pourrait troubler notre équilibre. J'étais convaincue que l'amour d'une mère, d'un père, d'un enfant suffisait à bâtir une forteresse contre la cruauté du monde. Je me trompais. Car si ces premières années furent douces comme le miel, elles n'étaient qu'un répit avant l'orage. Et déjà, au loin, les nuages sombres commençaient à s'amonceler. Je n'ai jamais compté ce que je donnais, ni mes heures, ni mes forces, ni mes rêves. Être mère, pour moi, c'était un serment tacite, offrir sans attendre en retour. Quand Paul grandissait, mes journées se déroulaient à son rythme et chaque geste que je faisais portait son nom. Je me souviens des nuits blanches, quand la fièvre le consumait et que je veillais à son chevet, une serviette humide sur son front, priant en silence pour que le matin lui ramène la santé. André dormait dans la pièce voisine, épuisé par le travail, et moi je restais là, les yeux brûlés par la fatigue, mais le cœur battant au rythme fragile de la respiration de mon fils. Je me souviens aussi des hivers rigoureux. Parfois, il n'y avait pas assez de bois pour chauffer toute la maison. Alors, sans rien dire, je mettais une couverture de plus sur Paul et je passais la nuit à grelotter. Mieux valait que ce soit moi qui aie froid, plutôt que lui. Je privais ma propre assiette pour remplir la sienne. Quand les temps étaient durs et que la viande manquait, je faisais semblant de ne pas avoir faim. « Je mangerai plus tard », disais-je. Mais plus tard, il n'y avait rien. Peu importait. Voir mon fils rassasié suffisait à me nourrir. Je repoussais mes propres rêves aussi. J'avais toujours aimé la couture. J'aurais pu ouvrir un petit atelier. Mais je préférais travailler pour d'autres femmes du village, gagner quelques pièces et les investir dans les cahiers et les livres de Paul. Il fallait qu'il ait une chance meilleure que la mienne. Qu'il ne connaisse pas la dureté du labeur manuel. Qu'il puisse étudier, apprendre, s'élever. Chaque franc que j'économisais, je le faisais avec son avenir en tête. J'ai refusé des robes neuves, des chaussures élégantes, des plaisirs éphémères. Je portais mes vieux habits reprisés, mais lui, jamais il n'arriva en classe avec des vêtements usés. Mon orgueil était là, qu'on voit en lui un enfant digne, pas le fils d'une pauvresse. Je me rappelle une fois, alors qu'il voulait un cartable neuf. J'ai travaillé des nuits entières à raccommoder les habits des voisines, mes doigts meurtris par les aiguilles. Quand je lui ai tendu ce cartable, son regard émerveillé effaça toute ma douleur. « Merci, maman », s'écria-t-il en se jetant dans mes bras. Ces mots, simples, me suffisaient. Ils étaient ma récompense. Je croyais qu'ils resteraient à jamais gravés dans son cœur, comme mes sacrifices l'étaient dans ma chair. Mais je me trompais. L'amour d'une mère se donne, sans compter. Et parfois, il se perd dans l'ingratitude de ceux qui reçoivent tout sans jamais mesurer la valeur du don. Les années passèrent, et avec elles s'éloignèrent les rires innocents de l'enfance. Paul grandissait vite, trop vite. Son visage s'allongeait, ses épaules s'élargissaient, et dans ses yeux apparaissait une étincelle nouvelle, celle de l'adolescence, mélange de curiosité, d'orgueil et d'impatience. Au début, ce n'était que de petits changements. Il ne voulait plus que je l'accompagne jusqu'à l'école, préférant marcher seul, comme les grands, disait-il. Je respectais son désir, mais chaque matin, en le voyant s'éloigner, mon cœur se serrait un peu plus. Je restais, sur le seuil, le regardant disparaître au coin de la rue, espérant qu'il se retourne une dernière fois pour me sourire. Mais de plus en plus souvent, il ne le faisait pas. Puis vinrent les après-midi, où il ne rentrait plus directement. À la maison, « J'étais avec mes amis », répondait-il, d'un ton distrait, quand je lui demandais pourquoi il était en retard. Ses devoirs étaient négligés, ses réponses parfois sèches. Je le regardais et j'avais du mal à reconnaître ce petit garçon qui jadis se blottissait dans mes bras. Je tentais de maintenir nos rituels, nos repas partagés, nos conversations du soir. Mais peu à peu, il s'asseyait à table sans vraiment parler, engloutissant son assiette avant de disparaître dans sa chambre. Je frappais parfois à sa porte. « Paul, tu veux discuter un peu ?» Un silence. Puis une réponse brève. « Pas maintenant, maman. » Je me retrouvais seule dans la cuisine, mes mains serrant une tasse encore chaude et un vide croissant dans la poitrine. André, lui, semblait moins préoccupé. « C'est l'âge, » disait-il en haussant. «
les épaules. Mais moi, je savais que quelque chose changeait, qu'un mur invisible commençait à se dresser entre mon fils et moi. Il n'acceptait plus mes gestes de tendresse en public. Si je lui caressais les cheveux devant ses camarades, il se reculait, brusquement. « Arrête, maman, tu me fais honte !» Ces mots, jetés à la va-vite, me transperçaient comme une lame. J'essayais de sourire, de faire semblant que cela ne me blessait pas, mais le soir, seul dans mon lit, je pleurais en silence. L'enfant que j'avais porté, nourri, bercé, commençait à m'échapper. Et moi, impuissante, je voyais grandir cette distance, mince fissure au début, bientôt crevasse béante. Je me répétais que c'était passager, que tous les adolescents passent par là. Mais au fond, une voix sourde me murmurait déjà « Rien ne sera plus jamais comme avant ». L'adolescence est entrée dans notre maison comme une tempête imprévisible. Paul n'était plus l'enfant doux et curieux que j'avais connu. Il était devenu un jeune homme rebelle, prompt à s'emporter, avide d'indépendance. Ses mots se faisaient tranchants, ses silences pesants, et chaque échange pouvait se transformer en querelle. Je me souviens d'un soir d'hiver. J'avais préparé son plat préféré, pensant lui faire plaisir après une longue journée d'école. Quand il entra, son cartable jeté négligemment dans un coin, je lui dis doucement « J'ai fait du ragoût, comme tu l'aimes ». Il leva les yeux au ciel et répondit d'un ton sec « J'en ai marre de manger toujours la même chose ». Je restai figé, la louche à la main. Ce n'était pas tant la phrase que le mépris dans sa voix qui me blessa. Les disputes se multiplièrent. Pour un retard, pour une note trop basse, pour une corvée oubliée. « Paul, range ta chambre, elle est sans dessus dessous, disais-je. « C'est ma chambre, tu n'as pas à me dire quoi faire, hurlait-il en claquant la porte. Chaque claquement résonnait en moi comme une gifle. Je savais qu'il testait ses limites, qu'il cherchait à s'affirmer, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir ce rejet comme une trahison. Moi qui avais tout donné, je me retrouvais accusée, repoussée, traitée comme une étrangère dans ma propre maison. André tentait parfois de calmer la situation. « Laisse-le, c'est l'âge ingrat », me disait-il en soupirant. Mais moi, je ne pouvais pas me résoudre à ce que l'amour se transforme en affrontement. Je voulais encore croire que sous ses cris, il restait mon petit garçon. Pourtant, certains mots dépassaient la simple révolte adolescente. Un jour, lors d'une dispute, il me lança « De toute façon, tu ne comprends rien à ma vie ». Cette phrase résonna en moi comme une condamnation. N'avais-je pas été là à chaque instant? Comment pouvais-je ne rien comprendre à l'existence de celui que j'avais mis au monde? Chaque conflit creusait davantage le fossé entre nous. Le soir, je restais éveillée, à écouter ses pas nerveux dans sa chambre, ses allées et venues tardives. Je priais en silence que le lendemain soit plus doux, que le sourire revienne. Mais chaque jour, le mur semblait plus haut, plus solide. C'est à cette époque que j'ai compris que l'amour maternel, aussi immense soit-il, ne suffit pas toujours à empêcher la distance. Et dans mes cauchemars, une peur grandissait. Et si cette révolte n'était pas passagère? Et si mon fils, peu à peu, s'éloignait pour ne jamais revenir? Paul avait maintenant 17 ans. Son regard, autrefois clair et plein de confiance, s'était assombri. Il passait de moins en moins de temps à la maison, traînant avec des camarades dont je connaissais à peine les noms. Je les voyais, parfois, au détour d'une rue, des garçons bruyants, cigarettes au coin des lèvres, insolents avec les passants. Mon cœur se serrait, mais Paul, lui, les admirait. Je tentais de lui parler, de lui rappeler les valeurs que je m'étais efforcée, de lui transmettre le respect, l'effort, la loyauté. « Paul, ces garçons ne t'apporteront rien de bon, » lui dis-je un soir, inquiète. Il haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Toi, tu ne comprends rien. Eux, au moins, ils vivent. Toi, tu veux que je reste enfermé, ici comme un gamin. » Il avait commencé à manquer des cours. Les professeurs m'appelaient, inquiets. Je le suppliais de reprendre ses études au sérieux, mais il me répondait sèchement. « L'école, c'est pour les faibles. Moi, je ferai ma vie autrement. » Et il claquait la porte derrière lui, me laissant seule avec ma détresse. Un soir, il rentra tard, bien après minuit. Son pas était incertain, son haleine imprégnée d'alcool. Je l'attendais dans la cuisine, assise à la table, les mains tremblantes. « Où étais-tu »
demandai-je d'une voix que je voulais ferme, mais qui trahissait mon angoisse. Il ricana. Dehors, avec mes amis, je ne te dois pas de compte. Tu es encore mineur, Paul. Tu risques ta vie. Tu te détruis. Il planta ses yeux dans les miens, froids, durs. C'est ma vie, pas la tienne. Tu n'as rien à dire. Ces mots furent comme une gifle. J'eus l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Moi, qui avais donné chaque parcelle de ma force pour lui, j'étais désormais reléguée au rang de spectatrice impuissante de sa dérive. André, lui, se taisait la plupart du temps. Il rentrait du travail fatigué, détournait le regard pour éviter les disputes. « Il doit trouver sa route », disait-il. Mais je voyais bien qu'il fuyait le conflit, laissant Paul s'enfoncer. Je n'arrivais pas à comprendre. Comment cet enfant, que j'avais nourri d'amour et d'attention, pouvait-il rejeter tout ce que j'avais tenté de lui transmettre? Ces choix, contraires à tout ce que j'avais espéré, me déchiraient. Chaque soirée passée dehors, chaque mensonge, chaque provocation était une pierre de plus dans le mur qui nous séparait. Et au fond de moi, une peur sourde grandissait. Si je perdais mon fils maintenant, comment pourrais-je encore le retrouver plus tard? La maison, autrefois refuge de chaleur et de rire, devint peu à peu un champ de bataille. Chaque repas se transformait en affrontement, chaque mot en étincelle prête à mettre le feu. Paul, assis à table, gardait souvent les bras croisés, le regard défiant. Le moindre reproche déclenchait une tempête. Je me souviens d'un soir particulièrement douloureux. J'avais préparé un dîner simple, des pommes de terre et un peu de viande, ce que nous pouvions nous permettre. Paul posa sa fourchette brusquement et lança « Toujours la même chose, on vit comme des misérables à cause de vous. » Je sentis mon cœur se briser. « Paul, nous faisons ce que nous pouvons. Ton père travaille dur, et moi. » Aussi, il me coupa, la voix pleine de mépris. « Non, vous êtes juste faible. Vous n'avez jamais rien réussi. Moi, je ne serai pas comme vous. » Le silence qui suivit fut plus violent que ses cris. André serra les poings, mais ne dit rien. Je vis dans ses yeux une douleur muette, mais il détourna le regard. Moi, j'avais envie de hurler, mais aucune parole ne sortit. Seule une larme roula sur ma joue. D'autres soirs, les disputes éclataient pour des raisons plus futiles encore. Un vêtement froissé, un retard à l'école, une demande d'argent refusée. « Tu ne comprends jamais rien » criait-il. « Je veux juste ton bien, Paul » implorai-je. « Ton bien? Tu me retiens prisonnier » Chaque mot me lacérait. Les murs de la maison semblaient retenir l'écho de nos colères, comme si les pierres elles-mêmes s'imprégnaient de nos blessures. J'avais l'impression que chaque dispute gravait une cicatrice invisible dans notre histoire familiale, une marque qui ne disparaîtrait jamais. Un soir, je perdis patience. Alors qu'il s'apprêtait à sortir encore une fois, je me plaçai devant la porte. « Non, Paul, pas ce soir, tu restes à la maison. » Il me regarda fixement, ses yeux noirs d'une colère que je n'avais jamais vue auparavant. « Écarte-toi. » « Non. » Alors, brutalement, il me poussa. Pas violemment au point de me blesser, mais assez pour me faire chanceler. Mon propre fils venait de me rejeter physiquement. Je restais là, figé, la main posée contre le mur, tandis qu'il claquait la porte derrière lui. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je compris que nous étions allés trop loin. Les cicatrices n'étaient plus seulement dans mon cœur. Elles marqueraient à jamais la relation entre une mère et son fils. Et je me demandais, les yeux ouverts dans l'obscurité, comment en sommes-nous arrivés là? Au fil des mois, Paul devint presque un étranger dans sa propre maison. Ses visites se faisaient rares, ses retours imprévisibles. Parfois, il disparaissait plusieurs jours d'affilée, sans prévenir, sans un mot. Je passais mes nuits assise, dans la cuisine, la lampe allumée, les mains crispées autour d'une tasse de café froid, à attendre le bruit de la porte. Mais la porte restait close, et la maison résonnait d'un silence insupportable. J'essayais de l'appeler. La première fois, il répondit sèchement. « Qu'est-ce que tu veux encore? Savoir où tu es, si tu vas bien? Laisse-moi tranquille, maman. » Puis le silence, la tonalité coupée.
Après cela, je continuais à composer son numéro, encore et encore. Mais la plupart du temps, il ne décrocha même plus. Parfois, je tombais sur sa messagerie. Sa voix, enregistrée, me faisait frissonner. La voix de mon fils, qui me paraissait si lointaine, presque étrangère. Je laissais des messages tremblants. « Paul, c'est maman. Rappelle-moi s'il te plaît. » Mais jamais il ne rappela, chaque absence me dévorait. J'allais jusqu'à interroger ses amis, ces garçons bruyants que je redoutais. Ils haussaient les épaules. « On sait pas, madame. » Et je rentrais chez moi, encore plus angoissée qu'avant. André, lui, se murait dans le silence. Un soir, alors que je sanglotais en serrant contre moi une vieille chemise de Paul, il me dit d'une voix lasse « Il a fait son choix. Tu ne peux rien y changer. » Mais comment une mère pourrait-elle accepter cela? Comment renoncer à celui qu'elle a porté, nourri, aimé au-delà de tout? Je me surpris parfois à marcher dans les rues du village, cherchant son visage parmi la foule, espérant qu'il surgisse soudain, qu'il m'appelle « maman », comme avant. Mais ce n'était que des illusions. La réalité était cruelle. Il s'éloignait de moi à chaque seconde, et je ne pouvais rien faire pour l'en empêcher. Les murs de la maison me semblèrent de plus en plus vides. Sa chambre, jadis remplie de rires et de rêves d'enfants, était désormais froide, abandonnée. J'y entrais parfois, caressant les objets laissés derrière lui, un jouet cassé, un vieux cahier d'école. Je m'asseyais sur son lit, espérant presque qu'il ouvre la porte et me dise « Maman, je suis rentrée. » Mais seule la poussière répondait à mon attente. Ce fut dans cette solitude, face à ces silences répétés, que je commençai à comprendre. Paul ne fuyait. Pas seulement la maison. Il fuyait moi. Je crois qu'aucune mère ne peut cesser d'aimer, même lorsque tout semble perdu. Malgré ses absences, malgré ses silences, malgré les portes qui claquaient et les appels sans réponse, mon cœur refusait de se résigner. Paul restait mon fils, ma chair, mon sang. Comment aurais-je pu l'abandonner alors que je l'avais porté si longtemps dans mes bras? Chaque matin, je me levais avec un espoir fragile. Aujourd'hui, il reviendra peut-être. J'ouvrais les volets comme si j'allais l'apercevoir au bout du chemin, les mains dans les poches, l'air coupable mais prêt à dire « Pardon, maman ». Mais la rue restait vide. Alors, j'ai cherché d'autres façons de lui faire sentir ma présence. Je lui écrivais des lettres, des pages entières, où je lui racontais mes journées, mes souvenirs, mes prières pour lui. Je glissais parfois un billet de 10 francs, en me disant qu'il en aurait besoin. Je déposais les enveloppes dans sa boîte, mais jamais je ne reçus de réponse. Un soir, je décidai d'aller l'attendre à la sortie d'un café où je savais qu'il traînait. Quand il apparut, entouré de ses amis, je m'avançai timidement. « Paul, mon fils !» Il s'arrêta net, son regard froid. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Ses amis ricanaient. Il détourna les yeux, gêné, puis lâcha. « Laisse-moi tranquille, tu me fais honte. » Ces mots me transpercèrent, mais je restai debout, digne, comme si ma douleur devait être cachée pour ne pas l'accabler davantage. Je rentrai chez moi cette nuit-là, le cœur en lambeaux, mais toujours animé par une certitude. Un jour, il comprendrait. Je me répétais sans cesse que l'amour finit toujours par triompher. Je priais. Chaque soir, à genoux au pied de mon lit, je confiais son nom à Dieu. Protège-le, Seigneur, même s'il me rejette. Garde-le en vie, ramène-le à moi. Et malgré les humiliations, malgré le rejet cruel, je continuais d'acheter ses plats préférés, au cas où, et de garder sa chambre propre, pour le jour où, de préparer des mots doux, s'il revenait. Je vivais dans cette attente éternelle, convaincu qu'un lien aussi fort ne pouvait pas mourir. Je persistais à aimer, même si mon amour semblait se perdre dans le vide, car je n'étais rien d'autre qu'une mère. Et une mère, même blessée, continue d'aimer jusqu'au dernier souffle. Le temps a cette cruauté silencieuse. Il file, il efface, et parfois il éloigne. Les années passèrent, et avec elles, l'espoir que Paul revienne vers moi s'amenuisa. Il ne rentrait plus à la maison que rarement, toujours pressé, toujours distrait. Ses visites n'étaient que des formalités, comme s'il venait s'acquitter d'un devoir dont il se serait volontiers passé.
Puis un jour, j'appris par un voisin ce que je redoutais sans l'avoir vraiment anticipé. Paul allait se marier. Pas un mot de lui, pas une invitation, rien. La nouvelle me parvint comme une flèche dans le cœur. Je me revois, debout dans ma cuisine, les mains couvertes de farine, figé par la stupeur. Mon fils allait fonder une famille, et moi, sa mère, j'étais tenue à l'écart de ce bonheur qu'autrefois j'avais tant rêvé pour lui. J'osais pourtant le confronter. Je lui téléphonais, la voix tremblante. « Paul, est-ce vrai que tu vas te marier ?» Un silence, puis un soupir, exaspéré. « Oui, mais ça ne te regarde pas. Ne pas m'inviter, ton propre mariage, tu comprends ce que ça me fait ?» Il répondit sèchement. « J'ai ma vie maintenant. Tu n'en fais plus partie. » Ces mots résonnèrent en moi comme une condamnation. Ce mariage, qui aurait dû être une fête, se transforma en deuil intime. Je n'assistais pas à l'union de mon fils. Ce jour-là, j'arpentais seul les rues du village, évitant le regard des gens qui savaient et qui chuchotaient. J'avais l'impression qu'on m'avait volé mon rôle de mère. Les mois passèrent. Paul s'installa avec sa femme dans une maison que je n'ai jamais franchie. Je ne fus pas invitée. On me disait qu'il avait désormais ses responsabilités, sa propre famille. Comme si moi je n'avais été qu'une étape, un simple tremplin vers une vie où je n'avais plus ma place. Un jour, j'appris même que je devenais grand-mère. Mais là encore, ce fut par la rumeur, jamais par sa bouche. Je n'ai pas tenu ce petit être dans mes bras. Je n'ai pas entendu ses premiers pleurs. On m'avait dépossédé du droit le plus simple, celui de transmettre l'amour que j'avais en moi. Chaque soir, je continuais pourtant à préparer un couvert, de plus à table, comme si par miracle Paul allait revenir, accompagné de sa femme, de son enfant. Mais le couvert restait vide, et le silence se faisait plus pesant. Ainsi, mon fils bâtissait sa vie loin de moi, érigeant des murs invisibles mais infranchissables. Et moi, je vieillissais dans l'ombre de ces murs, le cœur brisé, mais toujours battant, espérant qu'un jour il se souvienne de celle qu'il avait aimée avant tout le monde. C'est d'abord un souffle court, une fatigue étrange qui m'obligeait à m'asseoir plus souvent que d'habitude. Puis vinrent les vertiges, les douleurs sourdes dans ma poitrine. Je me disais que ce n'était rien, que c'était l'âge. Mais au fond de moi, une inquiétude sourde naissait, une voix qui murmurait que quelque chose n'allait pas. Je gardais le silence. Je ne voulais pas inquiéter André, déjà usé par les années de travail, ni paraître faible aux yeux de Paul, même s'il ne cherchait plus vraiment à me voir. Alors je serrai les dents, je pris sur moi. Ça passera, pensais-je. Mais les symptômes s'aggravèrent. Mes mains tremblaient, mes nuits se peuplaient d'insomnie, et chaque matin je me levais plus épuisé encore. Un jour, au marché, je perdis connaissance. Les voisines me ramassèrent du sol et appelèrent une ambulance. Quand je rouvris les yeux, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, une perfusion plantée dans le bras. Le médecin, un homme sérieux aux lunettes épaisses, m'annonça d'une voix grave « Madame, il va falloir être courageuse. Votre cœur est affaibli. Nous allons faire des examens plus poussés. » Je l'écoutais sans un mot. Le mot « cœur » résonnait en moi avec une ironie cruelle. Mon cœur, celui qui avait tant battu pour mon fils, qui s'était consumé dans l'attente et la douleur, était désormais à bout de force. Je sortis de l'hôpital quelques jours plus tard, avec des ordonnances et des recommandations strictes. Mais ce n'était pas la maladie qui me pesait le plus, c'était la solitude. Paul n'était pas venu, pas un appel, pas une visite. J'espérais, chaque fois que la porte s'ouvrait, voir sa silhouette, entendre sa voix inquiète. Mais seuls les voisins franchissaient le seuil, avec des mots compatissants et des regards gênés. À André, je cachais la profondeur de mes angoisses. Il était devenu un homme fatigué, abîmé par les années de labeur, et je ne voulais pas l'accabler. Alors je me taisais, portant mon mal comme on porte une croix, seul, dans le silence des nuits. Et pourtant, au fond de ma douleur, une idée m'obsédait. Avant que la maladie ne m'emporte, je voulais revoir Paul. Lui parler, une dernière fois. Lui rappeler que j'étais sa mère. C'était mon unique prière, mon dernier espoir. Les semaines suivantes devinrent une succession de rendez-vous médicaux.
Chaque matin, je me levais avec l'angoisse d'un nouveau diagnostic, d'une nouvelle piqûre, d'un examen qui me volerait encore un peu de mes forces. Les couloirs de l'hôpital étaient glacés, blancs, interminables. Je m'y traînais avec mes pas lents, serrant contre moi un sac où s'entassaient mes ordonnances et une vieille écharpe pour me tenir chaud. Dans la salle d'attente, je regardais les autres patients entourés de leurs enfants, de leurs proches. Les conversations murmuraient, les mains se tenaient, les regards s'échangeaient. Moi, je restais seule, les yeux fixés sur le sol, priant en silence que la porte s'ouvre enfin pour que l'on m'appelle. Chaque visite devenait une épreuve. Les médecins parlaient vite, avec des mots techniques que je comprenais à peine. Je hochais la tête, comme si tout cela m'était familier. Mais à l'intérieur, je me noyais dans l'incompréhension. Je sortais avec de nouvelles ordonnances, de nouveaux médicaments, des boîtes que je déposais sur la table de la cuisine jusqu'à ce qu'elles envahissent l'espace. Un jour, je décidai d'appeler Paul. La voix de la standardiste résonnait encore dans ma tête. Le numéro demandé ne répond pas. J'essayais 1 fois, 2 fois, 10 fois. Rien. Je laissais un message. « Paul, c'est maman. Je suis à l'hôpital. J'aimerais te voir. » Mais aucune réponse. Pas même un signe. Alors je continuais seule. Dans les longs couloirs, de carrelage, je traînais mes pas fatigués, croisant des visages inconnus. Parfois, un infirmier me souriait, une petite étincelle d'humanité qui réchauffait un instant mon cœur. Mais sitôt la porte franchie, la solitude reprenait sa place, plus lourde encore. Je rentrais chez moi, épuisée, le souffle court. Le soir, je m'asseyais dans la cuisine, les boîtes de médicaments étalées devant moi, et je pensais, si Paul était là, peut-être que je supporterais mieux. Mais il n'était pas là, et chaque absence me rendait la maladie plus lourde que n'importe quel diagnostic. C'est dans ces couloirs déserts, ces salles d'attente glacées, que je compris vraiment ce que signifiait l'abandon. La maladie rongeait mon corps, mais c'était l'absence de mon fils qui dévorait mon âme. Un soir d'hiver, incapable de garder plus longtemps mes mots enfermés dans ma poitrine, je pris une feuille de papier et je me mis à écrire. La lampe de la cuisine projetait une lumière jaune et vacillante, et mes mains tremblaient en tenant le stylo. Chaque mot me coûtait, mais je voulais que Paul sache, que Paul entende, même à travers le silence. Mon fils, je sais que tu m'évites, je sens ton cœur fermé, mais je veux que tu saches que je t'aime toujours. Je suis malade, Paul, et j'ai peur. Pas pour moi, mais de quitter ce monde sans t'avoir revu, sans t'avoir serré dans mes bras une dernière fois. Si j'ai fait des erreurs, pardonne-moi. Tu resteras toujours mon enfant, ma fierté malgré tout. Je t'attendrai, autant qu'il faudra. Ta mère. Je relus la lettre plusieurs fois, les larmes brouillant l'encre. Puis je la pliai soigneusement, la glissai dans une enveloppe et écrivis son nom d'une main mal assurée. Le lendemain matin, je la déposai moi-même dans sa boîte aux lettres, le cœur battant comme si j'y laissais un morceau de mon âme. Les jours passèrent. Je surveillais chaque bruit de pas dans la rue, chaque sonnerie du téléphone. Mon cœur bondissait au moindre mouvement, à chaque ombre qui glissait derrière les volets. Mais rien. Pas de visite, pas de réponse, pas même un mot griffonné à la hâte. Je retournais parfois devant sa maison, discrète, espérant l'apercevoir, espérant qu'il sortirait en tenant ma lettre, qu'il viendrait vers moi, les yeux humides, pour dire « Maman, j'ai compris ». Mais la porte restait fermée. La lettre, je le savais au fond, avait sans doute été laissée de côté, oubliée, peut-être même déchirée. Cette idée me déchirait à mon tour. Comment une page remplie de tant d'amour pouvait-elle finir? Ainsi, ignorée, rejetée, réduite à rien? Chaque nuit, je pensais à ces mots que j'avais écrits, à cette tendresse que j'avais mise dans chaque phrase, et je me demandais, peut-être n'a-t-il jamais ouvert l'enveloppe, peut-être a-t-il simplement choisi de ne pas la lire. Ce fut cette nuit-là que je compris que mon amour de mère, si grand, si tenace, ne suffisait pas à franchir la barrière de son indifférence. Et ce silence, plus cruel que la maladie, me rongeait plus sûrement que n'importe quelle douleur physique. Dans le village, les murs ont des oreilles et les regards parlent plus fort que les mots. Les gens savaient.
Il voyait bien que Paul ne venait jamais, que mes pas fatigués me menaient seul chez l'épicier, chez le médecin, ou jusqu'à la boîte aux lettres. Les voisins m'observaient à travers leurs rideaux, leurs silhouettes discrètes découpées dans la lumière des fenêtres. Un matin, alors que je sortais acheter du pain, j'entendis 2 femmes chuchoter derrière moi. « C'est triste. Tu as vu? Son fils ne vient plus jamais. » Oui, et pourtant, elle l'a élevé seule presque tout le temps. Quelle ingratitude! Je baissai la tête, feignant de ne rien entendre, mais leurs paroles s'incrustaient dans mon cœur comme des aiguilles. Ce n'était pas leur mépris qui me faisait mal, mais la compassion, la pitié, car il n'y a rien de plus lourd à porter que le regard des autres quand ils savent que vous êtes abandonné par votre propre chair. Parfois, certains voisins tentèrent d'être gentils. L'un d'eux m'apportait un panier de légumes, une voisine me proposait de m'accompagner à l'hôpital. Je les remerciai avec un sourire forcé, mais au fond de moi, cette aide ne faisait que souligner l'absence la plus criante, celle de Paul. Un soir d'été, alors que je m'asseyais seul sur le banc devant la maison, un vieil homme du quartier vint s'installer à côté de moi. Il avait connu Paul enfant. Tu sais, il était toujours à courir dans la rue, à rire. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait laissé comme ça. Je ne répondis pas. Je fixais le sol, les larmes me montant aux yeux. Tu ne mérites pas ça, ajouta-t-il, simplement. Ces mots, au lieu de me réconforter, me brisèrent davantage, car ils confirmaient ce que je redoutais. Tout le monde voyait ma solitude. Tout le monde savait que j'étais une mère abandonnée. Et moi, dans le silence de ma maison, je continuais à préparer 2 tasses de café chaque matin. Une pour moi, une pour lui. Je ne supportais pas l'idée que mes voisins aient raison, qu'ils ne reviendraient plus jamais. Les médecins avaient été clairs. Mes jours étaient comptés. Mon cœur fatigué ne tiendrait plus très longtemps. Quand je quittais l'hôpital ce jour-là, une enveloppe d'analyse à la main, je savais que je marchais vers la fin de mon chemin. Mais il me restait une dernière flamme, un ultime désir qui consumait mes veines plus fort que la douleur. Revoir Paul. Chaque soir, dans ma chambre silencieuse, je répétais la même prière. « Seigneur, ne me reprends pas avant. Que je ne voie mon fils. Donne-moi une seule chance. » Cette pensée devint mon souffle, mon obsession. Je n'espérais plus guérir. Je n'espérais plus vivre longtemps. Je voulais seulement lui parler une dernière fois, le regarder dans les yeux, lui dire que malgré tout, je l'aimais encore. Je me mis à préparer ce moment comme on prépare un voyage sans retour. J'écrivis quelques lignes dans un petit carnet que je gardais toujours près de moi. Des mots simples que je voulais lui donner de mes propres mains. « Paul, je t'attendrai toujours, même dans l'autre monde. » Je demandai à une voisine de m'accompagner jusqu'à sa maison. J'avais honte de solliciter cette aide, mais mes jambes ne me portaient presque plus. Le jour venu, j'enfilai ma vieille robe sombre et mon manteau usé. Je posai un foulard sur mes cheveux grisonnants. Je voulais être digne, même dans ma faiblesse. Le trajet fut long. Chaque pas me coûtait. Chaque respiration était un combat. Mais je sentais une force étrange me pousser en avant. C'était comme si toute ma vie convergeait vers ce moment. Affronter la porte de mon fils, la franchir ou mourir sur le seuil. Devant sa maison, je m'arrêtais. Mes mains tremblaient, mes yeux fixaient cette façade qui m'était inconnue, mais derrière, laquelle vivait mon propre sang. Je sentais mon cœur battre à m'en briser la poitrine. C'était le moment. J'inspirais profondément et murmurais, comme pour me donner du courage. Juste une fois, s'il me laisse entrer, juste une fois. Puis je levai la main, prête à frapper à sa porte. Je restai quelques instants immobile devant cette porte, comme paralysée. Mes doigts frôlaient le bois froid, et je sentais tout mon passé défiler. Les rires de Paul enfant, ses premiers pas, ses premiers mots, ses étreintes qui réchauffaient mes nuits d'hiver. Tout cela m'accompagnait comme une armée de fantômes bienveillants qui me soufflaient. « Ose !» Je frappais doucement, 3 petits coups hésitants. Le son résonna dans le couloir intérieur, mais le silence retomba aussitôt. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait éclater. J'attendis. 1 minute. 2. Puis je frappai encore. Plus fort cette fois. Paul. C'est maman. Ma voix tremblait, étranglée par l'émotion.
Derrière la porte, j'entendis des pas. Mon souffle se coupa net. Je me redressai, arrangeai maladroitement mon foulard, essayant de paraître digne malgré mes mains crispées et mon dos voûté. Mais la porte ne s'ouvrit pas. Au lieu de cela, une voix féminine, sèche, résonna de l'autre côté. « Qui est là ?»« C'est moi, la mère de Paul. Je voudrais le voir. » Un silence pesant s'installa. J'imaginais l'échange de regards, les chuchotements derrière le battant. Puis la voix reprit, glaciale. « Attendez. » Mon cœur bondit d'espoir. Il était là, je le savais. Je sentais sa présence, à quelques mètres seulement, séparé de moi par ce mur de bois. Mes jambes faiblirent, et je dus m'agripper au chambranle pour ne pas tomber. Les secondes s'étiraient comme des heures. Chaque tic-tac invisible me rapprochait de l'instant décisif. Allait-il ouvrir? Allait-il me laisser entrer? Je posais ma main contre la porte, comme pour franchir par le toucher ce qu'on me refusait par le geste. Les larmes roulaient déjà sur mes joues. « Paul, mon fils, s'il te plaît, juste un instant. » Au même moment, le loquet fit un bruit sec. La porte allait enfin s'ouvrir. La porte s'entr'ouvrit enfin, mais ce ne fut pas Paul qui apparut. Ce fut elle, sa femme. Une jeune femme au visage dur, aux lèvres pincées, aux yeux où ne brillait aucune chaleur. Elle me détailla de la tête aux pieds, de mon foulard usé, à mes chaussures fatiguées, comme on examine une intruse indésirable. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, d'une voix glaciale. Je restai un instant sans voix. J'avais tant rêvé de ce moment, j'avais tant répété. Dans ma tête, les mots que je dirais à mon fils. Mais face à ce regard hostile, ma gorge se serra. Je suis venue voir Paul. Je voudrais seulement lui parler quelques instants. Elle leva les yeux au ciel, soupira comme si ma demande était un fardeau. Vous n'avez rien à faire ici. Paul a sa vie maintenant. Je sentis mes jambes vaciller, mais je m'agrippais au chambranle pour ne pas tomber. Je suis sa mère. Sa mère? Est-ce trop demander que de le voir? Ses yeux brillèrent d'un éclat méprisant. Une mère? Vous, peut-être, autrefois. Mais aujourd'hui, vous ne représentez plus rien pour lui. Ces mots furent comme un coup de poignard. Je crus que mon cœur allait s'arrêter. Derrière elle, j'apercevais l'ombre d'un couloir, des jouets éparpillés, des photos accrochées au mur, des fragments de la vie de mon fils, une vie à laquelle je n'avais pas droit. Je tentai un dernier geste. « S'il vous plaît, dites-lui que je suis là, qu'il vienne juste une minute. » Elle secoua la tête, croisant les bras comme une sentinelle inflexible. « Paul ne veut pas vous voir. Vous devriez comprendre ça, une bonne fois pour toutes. » Et dans ce regard froid, sans compassion, je compris que la barrière qui me séparait de mon fils était encore plus haute que je ne l'avais imaginé. Alors que je croyais que mes supplications resteraient vaines, une silhouette se dessina derrière elle. Mon cœur s'arrêta une seconde. C'était lui, mon fils, mon Paul. Celui que j'avais porté, élevé, bercé contre ma poitrine. Il se tenait là, à quelques pas, et pourtant j'eus l'impression qu'un océan nous séparait. Il s'avança lentement, le visage fermé, les bras croisés. Ses yeux se posèrent sur moi, mais ce n'était pas le regard d'un fils retrouvant sa mère. C'était un regard froid, presque étranger. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, d'une voix dure. Je restai figé, mes lèvres tremblaient. J'aurais voulu me jeter dans ses bras, l'embrasser comme lorsqu'il était enfant. Mais ce ton, ce mur invisible qu'il dressait, me cloua sur place. « Paul, mon fils, je voulais seulement te voir, te dire que je suis malade, que je ne sais pas combien de temps il me reste. » Il fronça les sourcils, agacé. « Toujours les mêmes histoires. Tu crois que ça m'intéresse ? » « Ce n'est pas une histoire, Paul. C'est la vérité. J'ai besoin de toi. Une dernière fois. » Ses lèvres se pincèrent. Derrière lui, sa femme l'observait, satisfaite. J'attendais un geste, un signe de tendresse, même infime. Mais il détourna le regard, comme si ma présence n'était qu'une gêne. « Je t'ai déjà dit que j'avais ma vie. Tu n'en fais pas partie. Alors pourquoi insister ?» Ces mots tombèrent sur moi comme un couperet. J'eus l'impression que tout l'air m'était arraché des poumons. Je tendis la main vers lui,
implorante. « Paul, regarde-moi, je suis ta mère. » Il fit un pas en arrière, ses yeux glacés plantés dans les miens. « Non, pas ce soir, pas demain, pas jamais. » Je crus mourir sur place. Mon fils se tenait devant moi et pourtant il m'excluait comme une inconnue. Son cœur était fermé, verrouillé, et je n'avais plus la clé. Le silence pesait lourd entre nous, si dense qu'il m'écrasait. Je sentais mes jambes trembler, mais je puisais dans le peu de force qu'il me restait pour affronter ses yeux froids. « Paul !» Ma voix se brisa. « Tu te souviens de tout ce que j'ai fait pour toi? Les nuits passées à veiller ta fièvre? Les années à me priver pour que tu aies à manger, des habits propres, des cahiers neufs ?» Il ricana, un sourire amer tordant ses lèvres. « Tu crois que ça me donne une dette envers toi? J'ai rien demandé, moi. Tu l'as fait parce que tu voulais, pas pour moi. » Ces mots me transpercèrent comme des lames. Je cherchais son regard, espérant y voir une étincelle de remords, mais je n'y trouvais que de l'indifférence. Une dette? Non, pas une dette. Juste un peu de reconnaissance, un peu d'amour. Il secoua la tête, exaspéré. L'amour? Tu veux parler de toutes ces fois où tu me surveillais, où tu voulais décider de ma vie? Tu m'as étouffée, maman. Tu m'as empêchée de respirer. Je vacillais, surprise. Étouffée? Moi qui n'ai jamais voulu que ton bonheur? Sa voix monta, tranchante. Ton bonheur à toi, pas le mien. Tu voulais que je sois ce fils parfait que tu imaginais. Mais moi, j'ai choisi ma route. Et ta route à toi, elle s'arrête ici. Je sentis mes forces m'abandonner, comme si chaque mot qu'il prononçait creusait un gouffre sous mes pieds. Mes lèvres murmuraient encore « Je t'aime, Paul », malgré tout. Mais lui détourna la tête, les mâchoires serrées, comme pour ne pas entendre. Et dans cet échange bref, empoisonné par la rancune, je compris qu'il ne restait rien de ce lien sacré qui nous avait unis autrefois. Rien, sinon un vide immense. Je crus que le pire était déjà derrière moi, que ces silences et ces reproches avaient épuisé toutes les cruautés possibles. Mais soudain, ses lèvres formèrent ces mots qui allaient me hanter jusqu'à mon dernier souffle. Il me fixa, droit dans les yeux, sans détour, et dit « Je ne te connais plus ». Le temps s'arrêta. Tout bruit s'effaça. Même mon cœur sembla oublier de battre. J'avais entendu 1000 reproches, 1000 rejets, mais jamais je n'aurais imaginé qu'un fils puisse nier l'existence même de sa mère. « Tu ne me connais plus ?» balbutiai-je, ma voix réduite à un souffle. Il hocha la tête, impassible. « Non, tu fais partie d'un passé qui ne signifie rien pour moi. Aujourd'hui, j'ai ma femme, mes enfants. Toi, tu n'es rien d'autre. » Qu'une étrangère. Je sentis mes jambes se dérober. Si le mur n'avait pas été là pour me soutenir, je me serais effondrée. Des images défilèrent dans ma tête. Son premier cri dans mes bras, ses petits pas dans le jardin, ses mains serrées autour de mon doigt. Tout cela balayé d'un seul mot. Étranger. J'essayai une dernière fois, d'une voix étranglée. « Paul, je suis ta mère, Paul. » Mais il détourna le regard, comme s'il parlait à une inconnue venue mendier à sa porte. Ces quelques mots suffirent à briser ce qui restait de mon cœur. Ce n'était plus seulement un rejet, c'était une condamnation. Une sentence froide, irrévocable. Je n'avais plus de fils. Et dans cette nuit glacée, face à cette vérité implacable, je sentis quelque chose mourir en moi. Non pas la chair, non pas le souffle, mais cette certitude intime qui m'avait toujours tenu debout. Croire que l'amour d'une mère ne pouvait jamais disparaître dans le cœur d'un enfant. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. « Je ne te connais plus », quand il fit un geste bref de la main. Sa femme comprit immédiatement. D'un mouvement sec, elle referma la porte, lentement d'abord, comme pour me laisser voir. Une dernière fois son visage figé, puis plus vite, jusqu'à ce que le battant se claque avec violence. Le bruit résonna dans la rue silencieuse comme un coup de tonnerre. J'eus l'impression que le monde entier venait de se fermer devant moi. Une porte, simple morceau de bois, mais qui devenait un mur infranchissable entre lui et moi, entre ma vie et son indifférence. Je restais là, immobile, les doigts encore,
posé sur le chambranle, comme si je pouvais empêcher cette séparation brutale. Mais il ne restait rien, sinon le froid du bois et l'écho de ce claquement qui vibrait dans mon corps. Je murmurais, presque sans voix, « Mon fils », mais personne ne répondit. De l'autre côté, le silence était total. Ni pas, ni voix, ni souffle. C'était comme si j'avais été effacé de son existence à jamais. Je reculais de quelques pas, titubant. Le monde autour de moi paraissait flou. Les maisons se dissolvaient dans mes larmes. Je levais les yeux vers le ciel noir, cherchant une étoile, un signe, quelque chose qui me dirait que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais le ciel resta muet, indifférent. Je compris alors que ce n'était pas seulement une porte qui venait de se refermer. C'était tout un chapitre de ma vie, toute une existence de sacrifice, d'amour, de patience, anéantie dans le fracas d'un battant qui se ferme. Et derrière moi, la rue vide s'étendait, froide, interminable. Devant, moi, plus rien, juste un vide immense. Je restais quelques secondes figé devant cette porte close, comme si mon corps refusait d'admettre ce que mon cœur savait déjà. Il ne s'ouvrirait plus jamais. Puis mes jambes, lourdes comme du plomb, se mirent à bouger toutes seules. Je descendis lentement les marches du perron, m'agrippant à la rampe pour ne pas tomber. La nuit était glaciale. Le vent me fouettait le visage, mais je ne le sentais presque pas. Tout en moi était engourdi. Chaque pas résonnait dans la rue déserte comme l'écho d'une condamnation. Je marchais sans but, courbé, la tête basse, comme une ombre parmi les ombres. Je croisais un lampadaire, sa lumière jaunâtre dessinant ma silhouette fragile sur le trottoir. J'eus un instant l'impression de ne plus être qu'une vieille femme anonyme, perdue dans le silence d'une ville qui dormait. Moi, qui avais tant donné, moi qui avais porté, nourri, consolé, je n'étais plus rien. Mes pensées se bousculaient. Je revoyais le visage de Paul enfant, ses rires clairs, ses bras autour de mon cou. Puis son regard froid de ce soir, ses mots cruels, sa porte claquée. Deux images inconciliables qui se superposaient dans ma mémoire, me déchirant de l'intérieur. Ah, un croisement. Mes jambes faillirent en céder. Je m'adossai à un mur, haletante. Mon cœur battait douloureusement, chaque pulsation me rappelant la fragilité de mes jours restants. Je murmurais dans la nuit. Pourquoi, mon Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Mais le ciel resta muet, constellé d'étoiles indifférentes. Alors je repris ma marche, lente, interminable, comme si chaque pas me rapprochait un peu plus de l'inévitable. Je savais que je n'avais plus de force, plus de foyer où me réfugier, plus de fils pour m'attendre. Il ne me restait que cette route obscure et le vide qui m'accompagnait. Et dans ce silence nocturne, je compris que je marchais non seulement loin de la maison de Paul, mais loin de tout espoir. En avançant dans la nuit glaciale, mes pensées m'emmenaient, malgré moi, vers un autre temps. Le bruit de mes pas résonnait comme un métronome, et chaque battement de mon cœur épuisé faisait remonter un souvenir. Je revis la chambre de Paul quand il était encore un nourrisson. Les murs modestement décorés, le berceau en bois qu'André avait fabriqué de ses mains. Je me revois, penché au-dessus de lui, lui chantant ces berceuses simples que ma propre mère m'avait transmises. Dors, mon enfant, dors tranquille. Sa petite main agrippée à mon doigt, son souffle régulier, la paix de son visage endormi. Voilà ce qui me tenait debout, ce qui me donnait l'impression que tout valait la peine. Je me souviens. Aussi de ses promesses, celle d'un petit garçon aux yeux brillants d'innocence. « Maman, quand je serai grand, je t'achèterai une grande maison. Tu seras la reine, et je m'occuperai de toi. » Je riais, ému, et je lui répondais « Tu n'auras pas besoin d'être riche, Paul, ton amour suffira. » Et lui insistait en tapant du poing sur la table. « Non, je te le promets, je serai toujours là pour toi. » Ces promesses d'enfant résonnaient à présent comme des échos cruels. Où étaient-elles passées? Que restait-il de ces mots qui avaient illuminé mes soirées et adouci mes fatigues? Chaque souvenir me poignardait. Les berceuses que j'avais fredonnées, il les avait oubliées. Les promesses qu'il avait faites, il les avait piétinées. Et moi, je continuais à marcher, plié en deux par le poids de ces réminiscences, comme si mon passé se transformait en chêne. Je m'arrêtais un instant sous un vieux chêne au bord de la route.
J'appuyais ma main contre son tronc rugueux, les larmes brouillant ma vue. Je murmurais dans la nuit. « Paul, mon petit garçon, pourquoi as-tu oublié ?» Seuls les échos de mes propres mots me revinrent, emportés par le vent. Et je repris ma route, le cœur saignant, poursuivi par ces berceuses disparues et ces promesses trahies, comme un fantôme qu'on ne peut chasser. Quelques semaines plus tard, mon corps céda. Une crise soudaine me cloua au sol. On me transporta d'urgence à l'hôpital et je sus que cette fois, je n'en sortirais pas. La chambre où l'on m'installa était blanche, impersonnelle, baignée d'une lumière froide. Le tic-tac de l'horloge au mur rythmait mes derniers instants, chaque seconde m'arrachant un peu plus de souffle. Je n'avais plus la force de parler. Seule la douleur dans ma poitrine rappelait que je vivais encore. Les infirmières entraient, sortaient, leurs pas rapides résonnant dans le couloir. Elles étaient gentilles, parfois elles me serraient la main en silence. Mais ce n'était pas leur visage que j'attendais. Ce n'était pas leur voix que j'espérais entendre. Je regardais sans cesse la porte, persuadé qu'elle finirait par s'ouvrir. J'imaginais Paul franchissant le seuil, les yeux pleins de regret, murmurant enfin ce mot qui aurait tout effacé. Maman. Je revis 1000 fois cette scène dans ma tête, mais la réalité était impitoyable. La porte resta close. Les jours passèrent. Mon corps s'affaiblissait, ma respiration devenait haletante. Je laissai un message supplémentaire sur son téléphone. « Paul, je suis ici, à l'hôpital. Viens me voir, je t'en prie. » Mais aucun pas ne résonna dans le couloir pour moi. La nuit, je fixais le plafond, priant que le sommeil m'emporte. Les machines bipaient, indifférentes à ma douleur. À travers la fenêtre, je voyais les lumières du village, les familles qui se retrouvaient, les enfants qui riaient dans les rues. Et moi, j'étais seul, abandonné. Il y avait un verre d'eau sur la table de chevet. Je tendais la main, mais mes doigts tremblaient trop pour l'atteindre. Dans ce geste impuissant, j'ai compris que je n'avais plus que mon souffle comme compagnon. L'agonie ne résidait pas seulement dans mon corps qui lâchait. Elle était dans cette certitude qui s'imposait à moi. Je partirais sans avoir revu mon fils, sans ce dernier regard, sans cette dernière étreinte, seul, dans une chambre d'hôpital où personne ne viendrait pleurer ma faim. La nuit de mon dernier souffle arriva sans prévenir, comme une marée sombre qui monte sans bruit. Je me sentais glisser peu à peu, comme si chaque inspiration devenait une montagne à gravir. Mon corps était lourd, mes mains glacées et mes yeux fixaient le plafond blanc qui semblait s'éloigner de moi. Je murmurais encore son nom. Paul. 1 fois, 2 fois. Mais seule ma voix cassée me répondit, perdue dans le vide. Personne ne vint. Pas un pas dans le couloir, pas un visage familier à mon chevet. Je voulus tendre la main, chercher un dernier contact, mais il n'y avait que le drap froid. Les souvenirs défilèrent alors, rapides, brûlants, son premier cri, ses petites mains agrippées à mon doigt, son rire clair résonnant dans le jardin, ses promesses d'enfant, puis la porte claquait, son regard glacé, ses mots cruels. Tout cela s'entremêlait dans un tourbillon qui me serrait la gorge plus fort que la maladie. Une larme coula au coin de mon œil. Je n'avais plus la force de la chasser. C'était mon adieu muet, mon dernier cri d'amour pour ce fils qui ne viendrait pas. Puis, doucement, le bruit de la machine s'atténua. Ma poitrine se souleva une dernière fois, avant de s'apaiser à jamais. Le silence m'enveloppa, un silence absolu, implacable. La chambre devint un tombeau blanc où seule la mort tenait compagnie. Dehors, le monde continuait. Les pas des infirmières résonnaient au loin. Les voitures passaient dans la rue, la vie poursuivait son chemin. Mais pour moi, tout s'éteignit dans ce silence glacé, sans témoin, sans adieu, sans fils pour me retenir. Et ainsi, je partis, seul. Mon histoire s'est achevée dans le silence d'une chambre d'hôpital, mais son écho résonne bien au-delà de ma propre vie. Car ce que j'ai vécu n'est pas seulement le drame d'une mère et de son fils, c'est le reflet d'une question universelle. Qu'advient-il lorsque les liens du sang se brisent, lorsque la gratitude s'efface, lorsque l'amour maternel ne trouve plus d'écho?
Chaque enfant porte en lui la mémoire des berceuses, des sacrifices invisibles, des nuits blanches passées par une mère. Mais parfois, ces souvenirs s'effacent sous le poids de l'orgueil, de la rancune, ou simplement de l'indifférence. Et alors, ce qui devrait être un refuge devient une blessure, une fracture irréparable. Si je vous raconte ma vie, ce n'est pas pour susciter la pitié, c'est pour rappeler à chacun que le temps est implacable. Les années filent, et un jour, il est trop tard. Trop tard pour dire merci, trop tard pour dire pardon, trop tard pour tendre la main à celle qui a tout donné. Peut-être, en écoutant mon histoire, certains reconnaîtront le visage d'une mère qu'ils n'ont pas appelée depuis trop longtemps, ou d'un père qu'ils ont laissé vieillir seul. Peut-être que d'autres comprendront qu'aucune réussite, aucune vie nouvelle ne justifie d'effacer ceux qui nous ont portés jusqu'à ce jour. Je ne suis plus là pour entendre les excuses de Paul, s'il en vient un jour à les prononcer. Mais vous, qui entendez mes mots, vous avez encore le choix. Le choix de ne pas laisser les portes se fermer, le choix de ne pas laisser le silence s'installer, le choix de ne pas laisser mourir l'amour dans l'oubli. Car une mère n'attend pas de gloire ni de richesse. Elle attend seulement qu'on se souvienne qu'elle a aimé, jusqu'au bout